Picharal. Salut Jean. On est ensemble pour un temps d'échange pour la chaîne d'interview Urzel Varonaud. C'est une chaîne d'interview de surfeurs et de surfeuses en Bretagne et qui a pour but de questionner, de répondre à des problématiques locales accessibles en tant que collectif citoyen. Voilà. Alors pour commencer la discussion, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Ouais, dire deux mots de moi. Donc, je m'appelle Thomas, j'habite dans le pays Bigoudin depuis toujours. En fait, je suis né ici. Je suis resté ici par choix en fait, parce que j'adore ce territoire-là. C'est lié aussi à mes passions. Donc, je fais du surf, de la voile, de la pêche. Et c'est vrai que sur le pays Bigoudin, entre la baie d'Audierne pour surfer, la côte sud, l'Octudie, l'Esconil, les Glénans pour faire de la voile, de la pêche, mais en fait dans un petit espace finalement, ça correspond complètement à ça et puis à mes passions et puis ça a forgé, je pense aussi mon identité. J'ai une relation un peu privilégiée avec les paysages du pays Bigoudin. C'est vrai que je m'y sens super bien, notamment dans toutes les arrière-dunes de la baie d'Audierne. C'est vraiment des paysages qui me parlent et donc je suis hyper heureux de pouvoir continuer à habiter ici et avoir réussi à construire quelque chose ici, à avoir une habitation ici, à avoir un métier ici et à essayer de faire vivre et d'être acteur de ce secteur-là en fait. Ok. Et du coup sur ce territoire, de par ton parcours, tes connaissances, ton métier et ta pratique du surf, quelle est du coup ta perception de cet environnement-là? Comme je viens de dire, ouais, un environnement un peu privilégié. Je pense qu'on a vraiment de la chance d'habiter dans le pays Bigoudin, plus globalement dans le Finistère et puis les territoires que j'aime beaucoup, pays Bigoudin, Cap-Sizun, Crozon, c'est vraiment des territoires qui me parlent énormément, dans lesquels je me sens bien. Et c'est vrai que, voilà, comme je disais, j'y pratique le surf depuis maintenant quasiment 20 ans. Et puis ce que j'aime beaucoup sur ces secteurs-là, c'est les côtes hyper découpées. Donc on a toujours un secteur à l'abri du vent ou dans le vent selon ce qu'on va rechercher. Et ça qui est hyper intéressant dans le pays Bigoudin. Et puis les gens, c'est un territoire, c'est un espace des paysages et c'est aussi des gens. Donc voilà aussi les gens qui y habitent qui sont vraiment voilà, avec qui on a noué des relations qui sont hyper intéressantes et c'est ce côté-là qui fait que j'ai vraiment envie de rester ici, quoi. Ouais, ça me pensait à quelque chose. Comment on habite un territoire comme celui-ci, la manière d'habiter un territoire. Je pense que ouais, c'est une question intéressante. Habiter le territoire, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et si on fait écho avec voilà, les changements aujourd'hui auxquels on est confronté, changements climatiques, etc., je pense qu'il y a une manière aussi il va falloir qu'on réinvente notre manière d'habiter le territoire. Il faut qu'on soit capable de se poser ces questions-là. Donc, d'un point de vue collectif, au niveau de la société, mais aussi d'un point de vue individuel. Donc, ça veut dire retrouver de la cohérence par rapport au milieu. C'est-à-dire qu'à mon avis, on ne peut pas habiter un territoire comme le nôtre, côtier, de la même manière qu'un territoire montagnard ou qu'un milieu peut-être beaucoup plus urbain. Je pense qu'il faut adapter absolument sa manière de vivre à son environnement finalement, tout en ayant conscience du côté global et du changement climatique qui est effectivement un enjeu global. Mais les solutions sont peut-être effectivement différentes selon où on habite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être tendance voilà, on dit aujourd'hui qu'on est tous des urbains. C'est vrai qu'on devient tous des urbains, on a tous la même manière d'habiter le territoire, de vivre, etc. Et peut-être que une des perspectives demain, une des évolutions ou un des axes peut-être enfin en tout cas que moi j'aimerais développer, c'est justement d'être peut-être plus connecté à son territoire, à son environnement pour avoir un mode de vie qui soit cohérent et intégré à ce secteur-là. Et comment on se connecte? C'est quoi cette connexion dont tu parles? C'est extrêmement large, mais voilà, moi ici c'est le rapport à la mer, donc c'est de ne pas être un consommateur de la mer, c'est aussi comprendre comment ça fonctionne. Après c'est aussi dans l'habitat, c'est-à-dire avoir un habitat qui soit conçu par rapport aux spécificités de la météo, tout simplement, du secteur. Enfin voilà, c'est assez large, mais il y a vraiment plein de choses à interroger et je pense que surtout c'est éviter de caler un modèle générique sur n'importe quel territoire. Il faut vraiment pouvoir s'adapter. Donc effectivement, oui, l'habitat, l'agriculture, enfin, Ok,
Ça roule. Est-ce que tu peux expliquer, en essayant de vulgariser, quel est ton métier, tes missions? Ouais, donc je travaille depuis quelques années dans un établissement public qui s'appelle WESCO, pour ceux qui connaissent, qui est en fait un organisme, un syndicat en fait, qui réunit plusieurs communautés de communes là, de l'Ouest Cornouailles, donc du Cap Sizun jusqu'au Pays Bigoudin, et qui a une structure un peu particulière parce qu'en fait elle est basée sur une solidarité territoriale qui repose en fait sur un découpage hydrographique, c'est-à-dire qu'on travaille nous non pas sur un territoire administratif comme une commune ou une communauté de communes qui finalement s'affranchit un petit peu des conditions naturelles. Nous on a un territoire d'action qui est en fait lié au bassin versant, donc il y a une cohérence géographique, une cohérence naturelle, et donc à l'échelle de ce territoire-là, on travaille sur les enjeux de l'eau, donc la gestion de l'eau au sens large, sur des aspects ici principalement de qualité d'eau, parce que c'est le sujet numéro un, mais aussi sur la quantité d'eau. On voit que ça va arriver à grands pas avec les évolutions climatiques, et puis déjà là, de manière très pragmatique, un printemps et un hiver hyper sec, on voit que on va probablement être en déficit hydrique même sur nos territoires cet été. Donc c'est question de gestion de l'eau, quantité, qualité, et aussi de préservation des milieux aquatiques. Quand je dis milieux aquatiques, c'est la préservation des zones humides, la préservation des rivières, parce qu'on a la chance d'avoir des rivières qui sont encore super sauvages sur le secteur, des petites rivières qui sont hyper intéressantes d'un point de vue biodiversité. Donc c'est un travail qu'on mène avec les acteurs du territoire pour justement préserver et magnifier cette eau dans l'Ouest Cornouailles. Ok. Et actuellement, elle est comment, justement, l'eau de ces rivières, la qualité de ces eaux? Ouais, donc historiquement, c'est le gros problème en Bretagne, la Bretagne est un peu connue pour une mauvaise qualité d'eau. Alors, ça a plusieurs origines. Déjà, parce que nos masses d'eau sont hyper sensibles, parce que principalement superficielles, on a très peu de nappes phréatiques. En fait, ça, c'est lié à la nature de la roche. On a des sols très durs, du granit, du schiste, etc. On n'est pas sur des massifs sédimentaires type Beauce ou dans le sud-ouest avec des grandes réserves d'eau souterraines. Nous, l'eau, elle va vite ruisseler, elle va vite arriver au cours d'eau, elle va vite arriver à la mer. Donc effectivement, elle a une sensibilité beaucoup plus forte que d'autres territoires. Et donc, effectivement, historiquement, on a des concentrations en nitrate importantes et d'autres éléments polluants d'ailleurs dans les cours d'eau. Mais aujourd'hui, la situation s'améliore quand même. Pour donner des exemples, ici, localement, sur le Goyen, par exemple, donc il y a un cours d'eau qui prend sa source vers Plenex et qui arrive sur Audierne, au niveau de son exutoire, au niveau de son estuaire. C'est un super beau cours d'eau, mais c'est un cours d'eau qui a eu des concentrations en nitrate hyper importantes, notamment dans les années 90, on est monté jusqu'à 50 mg par litre, donc avec des risques de contentieux européens, etc. C'était un petit peu compliqué, et aujourd'hui la situation, collectivement, enfin grâce à un travail collectif et aussi des efforts d'agriculteurs, même s'il reste des efforts à faire, la situation s'est quand même améliorée, et aujourd'hui on est aux alentours des 30 mg par litre, donc c'est quand même significatif. Ça veut dire qu'en une vingtaine d'années, on a quand même réduit de 20 mg les concentrations en eau sur ce cours d'eau, et c'est de manière générale ce qu'on observe sur les autres cours d'eau du territoire. Et donc une des particularités de l'Ouest Cornouailles sur ces petits cours d'eau, c'est cette proximité entre les zones de source et les zones d'exutoire. C'est des cours d'eau qui sont très courts, donc les zones de source sont très proches de la mer, donc il y a une interdépendance qui est facilement, on peut l'évaluer très simplement. En fait, on voit bien que les pratiques à terre sur les têtes de bassin versant ont un impact vraiment directement visible sur la mer, et ça c'est un point qu'on essaie vraiment de mettre en avant. Et en fait, nos modes de consommation, tout ce qu'on consomme aujourd'hui se retrouve dans l'eau, il faut avoir conscience de ça. Et donc voilà, c'est un travail de pédagogie avec les agriculteurs, j'en ai parlé, mais aussi avec les habitants au sens large. Et puis voilà, par rapport au surf aussi, avec les surfeurs, je pense que c'est important. Les surfeurs sont dans l'eau en permanence, ou en tout cas très souvent. Et du coup, bien comprendre que cette qualité d'eau, qui est l'aire de jeu des surfeurs, elle est complètement dépendante des pratiques à terre. Donc aussi bien réfléchir au quotidien dans ces pratiques. On parle aujourd'hui beaucoup du plastique. Les microplastiques, etc., qui sont un fléau qui va arriver dans les années à venir, ça va monter en puissance. Avoir conscience de tout ça. Je parle du plastique, mais je pourrais parler des molécules de médicaments qu'on commence à retrouver dans l'eau, etc., des pesticides au niveau agricole. Toute
toute acte de consommation et sur la terre a un impact sur la rivière et dans un deuxième temps sur la mer. Donc ça c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et puis voilà, je pense qu'effectivement les surfeurs, il y aurait, enfin nous on attend ça hein, dans la concertation qu'on met en place sur les territoires, que les surfeurs se saisissent aussi des instances qui sont en place pour nous questionner, pour aussi être force de proposition aussi dans les actions à mettre en place. Donc voilà, c'est un petit appel à la communauté surfeur. Pas forcément ramasser que des déchets sur la plage. Voilà, ça se passe aussi en amont, quoi. exactement, c'est-à-dire qu'on sait que les actions, souvent, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais les actions correctives sont toujours moins efficaces que les actions préventives. Donc l'idée, c'est un peu notre cheval de bataille, c'est d'essayer de gérer les problèmes dès la source. Et donc on lance un appel aux surfeurs, ceux qui veulent nous contacter et déjà se renseigner. Enfin voilà, je fais un peu de pub, mais on a une page Facebook de la structure, là, Wesco, donc déjà pour se tenir un peu informé des actions qui sont mises en place et puis des bulletins de suivi de la qualité de l'eau qu'on publie annuellement pour être au courant un petit peu de la problématique de l'eau sur le secteur. Faut pas hésiter à consulter ou même à nous téléphoner. C'est accessible à n'importe qui du coup. Donc la page Facebook est accessible évidemment, puis après on a un site internet qui est accessible aussi à tout le monde, donc ça se trouve facilement sur internet. Et puis après nous on est disponible, hein, donc il ne faut pas hésiter pour des renseignements, même des fois très concrets, très précis, à nous poser des questions. Je ne dis pas qu'on aura une réponse à tout, mais déjà on peut avoir un premier niveau de lecture et puis s'il faut réorienter vers des acteurs qui sont plus à même que nous à répondre à la problématique. Ok, ça roule. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un bassin versant ou un fleuve côtier? Parce qu'on parle de rivière, on parle de ça depuis tout à l'heure. Donc voilà. Ouais, effectivement, le bassin versant, ça parle peut-être pas avec tout le monde. Le bassin versant, schématiquement, c'est l'aire d'alimentation d'une rivière, c'est-à-dire que c'est toute la surface de territoire, d'espace sur lequel l'eau va ruisseler pour arriver à une rivière. Il faut peut-être avoir en image la notion d'entonnoir, hein, c'est un petit peu ça, pour arriver finalement à un exitoire, à un estuaire. Et la particularité, mais je l'ai déjà un peu dit, c'est sur le secteur ici, dans l'ouest de Cornouailles et plus globalement dans la Bretagne, on parle de petits fleuves côtiers, donc on a des tout petits cours d'eau, d'où l'interdépendance que j'ai évoquée tout à l'heure. Et aussi on a des petits cours d'eau, mais on en a énormément, c'est-à-dire qu'en fait, du fait de la nature de la roche, on a un maillage de petits fleuves, de petits ruisseaux, de fossés, etc., qui est extrêmement dense. Et c'est vrai qu'on ne peut pas, dans le secteur, faire plus d'un kilomètre sans croiser au moins un cours d'eau ou un fossé. Donc l'eau, elle est partout finalement dans l'ouest cornouaillais. Et si on compare par exemple la multiplicité des bassins versants en Bretagne et par exemple la Loire, en termes de taille, on est comment? C'est sans commune mesure, effectivement. Au niveau des instances, notamment de l'agence de l'eau, qui s'appelle Agence de l'eau Loire-Bretagne, on a bien effectivement des enjeux et des thématiques qui sont différentes. Effectivement, le plus grand fleuve national, la Loire, et puis Bretagne, c'est vraiment des tout petits cours d'eau. Je parlais du Goyen tout à l'heure, je pourrais parler de la rivière de Pont-l'Abbé, c'est des cours d'eau qui font une trentaine de kilomètres entre les zones de source et l'exutoire et la mer. Donc c'est sans commune mesure, mais à mon avis, c'est extrêmement intéressant parce que justement, on a bien, de manière très concrète, on voit bien l'interdépendance entre la terre et la mer grâce à ces traits d'union qui sont finalement pas très longs ici. Et puis, et voilà, enfin, juste pour revenir aussi peut-être sur le côté un peu dégradation on a parlé un petit peu de la pollution. Donc il y a eu la phase agricole et aujourd'hui il y a une nouvelle phase peut-être aussi dans les perturbations du milieu aquatique et de la qualité de l'eau. C'est aussi l'urbanisation croissante, notamment sur le littoral du sud Finistère. Et on sait que voilà, cette urbanisation elle n'est pas sans impact puisqu'on imperméabilise énormément les sols. Donc on augmente encore les notions de ruissellement. Et donc là il y a aussi un travail et une prise de conscience à avoir là-dessus pour même aussi à la lumière du changement climatique, essayer de réimperméabiliser les sols, de rendre plus perméables les sols pour continuer les alimentations des sols en eau, etc. Et pour maintenir finalement de l'eau dans le sol et ça concourt aussi à des îlots de fraîcheur et à la lutte contre le changement climatique.
Comment est-ce que tu vis personnellement du coup, la situation climatique? On en parle depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai qu'on l'a un petit peu évoqué. C'est vrai que l'eau est un peu au centre de la problématique du changement climatique. Bah, comme tout le monde, je suis un peu inquiet aussi voilà, de l'évolution, inquiet des alarmes qui sont des signaux voilà, qui sont émis par les scientifiques. Donc il faut qu'on réagisse, ça c'est sûr. Si on veut réagir, il faut d'abord avoir une prise de conscience. Donc le premier travail est là, mais on n'a plus tellement de temps aujourd'hui de rester sur cette prise de conscience. Il faut agir. Donc peut-être pour faire le lien avec les discussions qu'on a eues sur l'eau, c'est vrai que les études là, qui sortent aujourd'hui sur prospective sur la quantité d'eau, même en Bretagne, on risque d'être en zone de tension. Là, on dit qu'à l'horizon 2050, on risque de perdre 20 à 30% des débits des rivières dans le Finistère, ce qui est colossal. Et parallèlement à ça, on continue à augmenter la population. Donc il y a un moment, ça va aussi poser problème, entre, notamment en été où la population explose et qui correspond en fait aux périodes d'étiage, donc on a très peu d'eau et corrélé avec des réductions de 20 à 30% à l'horizon 2050, ça risque d'être vraiment problématique. Donc il y a vraiment aussi là des questions à se poser sur la manière, encore une fois, on en parlait, mais d'habiter le territoire. Il faut peut-être déjà aujourd'hui anticiper ça dans les développements territoriaux, dans les PLU, etc., pour s'en saisir dès aujourd'hui avant qu'on soit vraiment dans une impasse. Et j'évoquais aussi tout à l'heure la gestion de l'eau pluviale avec la notion d'utilisation de l'eau pluviale, de rendre l'eau aussi à la nature, à la terre et aux nappes. Ça me paraît essentiel aussi dans ce contexte de raréfaction de la ressource en eau. Et justement, tu parlais de l'augmentation du nombre d'habitants. À l'année, on a une saisonnalité en Bretagne, parce que la Bretagne c'est très beau, et il y a une mise en tourisme du territoire. Alors par rapport à ça, comment est-ce qu'on gère en fait cette mise en tourisme du territoire par rapport à l'eau? Moi, je pense qu'on doit la gérer par les documents qui existent. Donc, c'est les documents d'urbanisme qui vont dire effectivement jusqu'à où un territoire est capable d'accepter une population ou pas. Alors, faisons attention de ne pas être non plus fermé sur soi et cultiver l'entre-soi. Il faut rester un territoire ouvert, ça me paraît essentiel, et un territoire de brassage. Mais pour autant, il y a des contraintes naturelles qui font qu'on ne va pas pouvoir accueillir encore plus de population. Il y a cette problématique de l'accès à l'eau, j'en ai parlé, donc avoir de l'eau tout simplement au robinet. Et puis il y a la problématique de l'assainissement aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui l'urbanisation se fait plutôt sur le littoral avec des systèmes d'assainissement qui sont en cours d'amélioration mais qui sont encore défaillants dans certains cas et donc qui causent là aussi des problématiques importantes en termes de qualité d'eau, notamment sur les zones d'estuaires qui sont des zones de conchyliculture, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur certaines zones, ou en tout cas la plupart des zones ici dans le secteur de l'Ouest Cornouailles qui sont utilisées pour la production de coquillages, la qualité n'est pas suffisante pour pouvoir vendre les coquillages en direct. Ils sont obligés de passer par des bassins de clarification, donc ça pose aussi question, c'est-à-dire qu'on a encore des marges de progrès, donc c'est des axes de travail que l'on a aujourd'hui, on essaye de faire des analyses pour comprendre exactement d'où viennent les flux de bactériologie qui sont à l'origine de ces fermetures ou de ces contraintes de pratique pour les conchyliculteurs, et derrière de mettre en place des plans d'action donc sur l'assainissement, mais aussi au niveau des exploitations agricoles pour améliorer les choses. Donc l'assainissement, je pense que c'est un gros sujet. Et c'est un sujet qui est quand même pris aujourd'hui à bras le corps par notamment les services de l'État, puisque pour des raisons de dysfonctionnement d'assainissement, on a aujourd'hui des PLU qui sont bloqués. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun permis de délivrer sur certaines communes, puisque les systèmes d'assainissement ne sont pas en mesure de traiter les eaux usées. Donc voilà, c'est des choses qui vont, à mon avis, dans le bon sens, et c'est des marqueurs qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ça veut bien dire qu'effectivement on pourra pas. Enfin, le milieu, il a une certaine limite en termes de capacité d'accueil et on peut pas s'en affranchir. Ok. Est-ce que depuis le début, depuis qu'on parle, il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir? Et sinon, je peux passer à la dernière question. Il y aurait beaucoup de choses. Non, on parlait tout à l'heure un petit peu effectivement du côté action pour améliorer les choses. Donc on a parlé des critères
de déclassement ou de dégradation de la qualité de l'eau. Et voilà, il faut rester optimiste. Il y a des solutions à mettre en place. Donc ces solutions, à mon avis, elles doivent plutôt être dans l'action à la source plus que dans la correction. Donc c'est plutôt l'idée voilà, plutôt de corriger par la technique, plutôt par exemple sur l'assainissement, d'autres exemples, mais même sur le plastique, etc. C'est d'essayer de limiter l'usage à la source sur les pesticides, c'est la même chose, plutôt que de venir corriger par du traitement. Donc ça me semble aussi une piste, un élément important à avoir en tête dans les années à venir. En plus, ce sera beaucoup moins coûteux pour la société et beaucoup plus efficace. Donc voilà, et puis on n'a pas parlé totalement aussi des milieux aquatiques. On est passé assez vite sur les cours d'eau. On a des petits cours d'eau qui sont très sauvages dans l'Ouest Cornouailles. On y retrouve du saumon, de l'anguille. Tout le monde n'est pas forcément au courant de ça. Et c'est vrai que c'est des espèces un peu emblématiques, notamment le saumon. Et donc c'est important de préserver ce capital-là. Et nous de communiquer dessus et déjà effectivement on le préservera à partir du moment où on est conscient aussi de la rareté de ces milieux et du côté un peu exceptionnel de ces milieux-là. Donc il y a tout un travail de pédagogie à faire autour de ça et un travail aussi d'aménagement des cours d'eau, puisque les cours d'eau ont été aménagés au cours des siècles et on retrouve des fois des obstacles sur ces cours d'eau-là. Donc nous on mène un travail avec mes collègues pour lever ces obstacles à la circulation des poissons, notamment pour que les saumons puissent remonter jusque leur zone de frayère et perpétuer leur cycle biologique. Ok. Alors, on fait un peu de gymnastique, un peu de prospective. Par exemple, si on prend le verre d'eau à moitié plein, pour une fois, si on prend ça avec le sourire, dans 10-15 ans, si on répond aux objectifs actuels, dans quel état on peut retrouver en fait, l'eau de manière générale en, fait, en Bretagne? Je pense que c'est important de voir le côté positif des choses, tu as raison. Le verre, à mon avis, il y a deux questions. Il y a la question de la qualité de l'eau et la question de la quantité d'eau. Sur la qualité de l'eau, il reste encore du travail à faire, mais on est plutôt en bonne voie. Je pense que en Bretagne particulièrement, les institutions sont saisies du sujet et ça bouge et on arrive à améliorer les choses. Même s'il y aura probablement d'autres molécules, d'autres choses qui vont arriver, mais en tout cas c'est pris en compte. Par contre sur les sujets de ressources, de quantité d'eau, je pense qu'en Bretagne on se dit bon, il pleut énormément, etc. On est à l'abri de manquer d'eau et en fait pas du tout. Je pense que dans les années à venir il y a des gros risques, comme je dis tout à l'heure, de pénurie d'eau, et donc c'est des choses qu'il faut qu'on anticipe et qu'on s'interroge là-dessus sur voilà, l'utilisation de l'eau pluviale. J'en reviens à ça, mais ça me paraît un sujet important. Et puis sur les économies d'eau, on va plus pouvoir peut-être demain continuer à laver sa voiture avec de l'eau potable. Enfin, ça paraît des choses complètement c'est délirant aujourd'hui, ou d'arroser son jardin, sa pelouse avec de l'eau. Enfin, c'est des choses peut-être que demain on pourra plus faire. Donc ça, à mon avis, c'est un point de vigilance qu'on n'a pas beaucoup en Bretagne, mais qu'il va falloir avoir dans les années à venir. C'est faire attention aussi voilà, avoir un effort sur les économies de la consommation d'eau. C'est vrai que l'eau elle reste assez peu chère finalement aujourd'hui si on compare à d'autres, voilà, à l'énergie, etc. Et donc voilà, faut savoir que l'eau c'est précieux, c'est la base de tout. Le cycle de l'eau il est partout. Nous on a de l'eau dans notre corps à 80%, on fait partie du cycle de l'eau, donc il faut absolument voilà, avoir conscience de ça. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi.